au niveau du menton. Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout. Cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. C'est un rêve. Je ne viens à la Sorbonne que comme ça, parce que je suis invité comme ça, mais à part ça, je n'étais jamais venu et tout. Et c'est magnifique de vous y retrouver. Merci beaucoup à ceux qui ont organisé ces rencontres.
d'avoir pensé à moi, sûrement à la suite d'une homonymie fâcheuse ou d'un... Je sais pas, en tout cas ça s'est passé comme ça, je suis là. Et alors j'ai écrit quelques lignes pour présenter notre débat. Hein. Je sais que vous êtes là, ça me rassure, vous êtes là, ça me rassure. Donc, et surtout vous êtes là, et ça c'est magnifique. Merci beaucoup. Ah bon, il faut faire ça. Merci beaucoup d'être là. C'est très, 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 très aimable à vous. Alors, l'audace de croire, de rêver et d'aimer, carrément, simplement, c'est tout. Et pourquoi pas l'envie de croire, de rêver et d'aimer. Je vous préviens, je vais faire du pile-poule et du je sais pas quoi. Et pourquoi pas le besoin de croire, de rêver et d'aimer. Ou pourquoi pas encore, ou bien encore, la nécessité de croire, de rêver et d'aimer. Je pensais à ça tout à l'heure en venant. Petite voiture, autoroute A13. Je pensais à ça, je me dis, pourquoi ils ont écrit ça? Je ne sais pas, on va en parler. Et ils sont là, ils vont venir, ils vont voir, et ils vont nous donner des raisons de peut-être, ou de nécessité, d'envie, ou de nécessité, ou de croyance, de désir, de croire, de rêver et d'aimer. Bref, j'ai accepté, je suis très heureux d'être là. En me demandant pourquoi, moi qui ai si souvent peur, justement, de croire, de rêver et d'aimer, ou bien alors c'est justement pour cela qu'ils m'ont demandé de venir, comme un signe de perversité absolue. Mais absolue. Voilà un type qui a la trouille de tout, à qui on demande d'animer un débat sur l'audace de croire, de rêver et d'aimer. C'est extraordinaire. Moi j'ai peur de mon ombre. J'ai peur de ce que j'étais, j'ai peur de ce que je vais être, j'ai peur de ne plus être surtout. Et voilà, et on me dit, tu vas animer un débat sur l'audace. Mon Dieu, déjà l'audace, j'ai du mal à comprendre ce que c'est. Tant pis, ça fait rien, c'est moi. Et moi, je suis un trouillard intermittent. C'est-à-dire très souvent, non pas au chômage, mais très souvent par période comme ça. Très souvent, trouillard. Et bon, on va essayer. On aimerait avoir l'audace. Ces audaces-là, et en même temps, moi, je ne sais pas comment vous êtes, vous. Je ne sais pas, on ne se connaît pas, on ne se voit pas. Vous me voyez, moi, je ne vous vois pas. Moi, je pétoche. Beaucoup. Je suis ce qu'on appelle un pétochard. J'ai peur de tout. J'aimerais, par exemple, et tiens, un exemple là, qui a peut-être un rapport avec ce qui va suivre. J'aimerais croire en Dieu. D'accord? Mais je trouve qu'il est trop souvent aux abonnés absents. Donc j'aimerais. Alors peut-être que le grand rabbin de France va nous dire quelque chose là-dessus, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, je trouve que dans ma vie, et dans la vie des gens qui sont ce qu'on appelle, j'aime pas ça, mon peuple, ils ont été, vous voyez, les Élohim carrément, il a été aux abonnés trop souvent absents. Alors j'aimerais rêver, évidemment j'aimerais rêver, j'aimerais avoir l'audace de rêver, comme ils disent dans l'intitulé, l'audace de. Mais j'aimerais rêver, mais j'ai peur de passer, vous savez, pour un utopiste, un niais, un nostalgique, un gars d'avant, vous savez. Vu mon âge, on peut comprendre et excuser un peu si on est indulgent ce dimanche après-midi, comme ça, sur Paris. Un gars d'avant, aux idées un peu rouges, un peu noires, avant, la Sorbonne, je me souviens, tout ça, etc. Bon, un gars d'avant, un type qui croit au progrès social, à la justice sociale, et qui ose le dire encore plus, qui ose le dire, à 68 ans. Donc c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Alors un ringard qui croit toujours au désir d'exigence, au désir exigeant plutôt de justice sociale et toujours de fraternité. Et là, je ne blague pas du tout. Ça continue à me hanter comme rêve et comme rêve d'audace. Alors j'aimerais, mais j'ai peur de le faire tant mes parents m'ont abandonné en mourant alors que j'étais si petit. J'aimerais croire à l'amour, mais j'ai du mal. J'ai passé mon temps à quitter les femmes avant qu'elles ne me quittent en suivant le fâcheux exemple des parents. Puisque j'ai toujours eu du mal à me croire qu'on pouvait m'aimer, puisque mes parents m'avaient abandonné en mourant alors que j'étais si petit. Donc c'est vrai qu'on aimerait avoir l'audace d'aimer, mais j'ai l'impression que c'est des mots. Je me souviens d'une vieille chanson qu'il est difficile d'aimer, vous vous souvenez? Difficile d'aimer. Moi qui suis nul en variété, un truc comme ça, c'est un des rares trucs que je fredonne parfois, non pas sous ma douche, mais dans les moments de mélancolie.
Bref, pourquoi moi? Pour faire parler, simplement parce qu'il y a un casting splendide. Des jeunes qui croient, rêvent, aiment, et ils vont nous dire et comment et pourquoi. Grâce à eux, à ce panel d'étudiants qui est là, d'ici. Vous êtes de plusieurs universités, je crois, et ça c'est formidable que vous soyez tous là. Vous allez suppléer à mes insuffisances, évidemment, et vous avez préparé, vous autres, des questions, ce que je n'ai même pas fait. Alors d'abord, je voudrais regretter une absence, celle de René Friedman, évidemment. René Friedman, vous savez qu'il n'est pas là? Non? Eh bien, j'ai l'obligation de vous l'annoncer. Voilà, allez. J'ai l'audace de vous dire que René Friedman n'est pas là. Et René Friedman, je l'aime beaucoup et je regrette qu'il ne soit pas là. On sait tout de lui, hein, du bébé éprouvette et puis le reste, etc. Mais ce qu'on ne sait pas assez, c'est que c'est lui qui a donné naissance à mon premier enfant. Alors pour ça, il entre dans mon panthéon personnel et ça, c'est formidable. Il a fait ça et donc je regrette beaucoup, là où il est, René, qu'il ne soit pas là. Et on va applaudir René Friedman, tiens, allez. Voilà, je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup qu'il ne soit pas là. Alors... Et je me souviens, j'ai une anecdote avec René Friedman. J'étais comme tous les papas, vous savez. Après, ils sont tous dans une grande salle où il y a plein de bébés. Et je dis, mais comment je vais reconnaître le mien? Comment je vais le reconnaître, le mien? C'est qui? Ils étaient 50, 60, etc. Et il me dit, regarde, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est lui. Il y va directement. Regardez, il n'a pas peur. Il avait 2 heures. Hein. Quoi, ça se voit déjà? Oui, oui. Il a l'audace de ne pas avoir peur. C'est tout, c'est une anecdote, mais ça a un rapport peut-être avec notre... En tout cas, moi, ça m'avait bluffé, comme je vous l'ai dit, moi qui ai peur tout le temps. Alors donc, ils sont 3, ceux qui sont là. Ils sont 3, ceux qui sont là, et ils sont magnifiques, et je suis très très fier qu'ils soient là. Je vais d'abord commencer par la dame présente ici, qui attend aux coulisses. Je ne sais pas d'ailleurs où sont les coulisses. Elles sont sûrement là. Là, c'est pour faire une blague. Non, c'est pour faire une blague. Je sais que c'est là. Donc, Francine Léca. Francine Léca est donc professeure de médecine, bien sûr, et fondatrice de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde. Elle est la première femme à être devenue chirurgien cardiaque en France et chef des services de chirurgie cardiaque des hôpitaux Laennec puis Necker à Paris pendant 17 ans. Et en 1996, elle a fondé une association magnifique, donc le Mécénat Chirurgie cardiaque, et 1500 enfants venus de pays défavorisés sont venus en France grâce à elle et ils ont survécu, vécu grâce à elle. Et Francine Léca dit « Y a-t-il plus belle œuvre d'art que le cœur, oui, d'un enfant ?» Francine Léca. Francine Léca. Merci d'être là et merci d'être avec nous, Francine. La deuxième personnalité qui vient nous rejoindre est un homme de foi, un homme de spiritualité, un homme de croyance, un homme qui a un rapport avec Dieu, avec l'histoire des rapports singuliers qu'il entretient lui et les gens comme lui avec Dieu. C'est Chaim Corsia, qui est le grand rabbin de France. Il est également... Le voilà, Chaim Corsia, grand rabbin de France, une ovation pour Chaim Corsia. Il est jeune, il est sympathique, il est également toujours aumônier, il fut, moi je l'ai connu comme ça, aumônier général de l'armée, de l'air. Oui, parce qu'il est proche du ciel. Et donc ça c'est formidable, et on se connaît un peu, et je sais à quel point tu m'as donné, monsieur le grand rabbin, l'envie de croire. Merci beaucoup, Chaim Corsia, d'être là avec nous. Et enfin, il est un peu chez lui ici, il est président honoraire de l'université Panthéon-Sorbonne. Il s'agit de Georges Haddad, qui est tout à la fois, qui est le plus capé, le plus gradé, le plus tout, diplômé d'école normale supérieure, l'agrégation de mathématiques, doctorat d'État S-Sciences, président du comité de pilotage de la conférence mondiale sur l'enseignement supérieur. Il était membre du comité d'éthique, directeur de la division de l'enseignement supérieur de l'UNESCO, et il dirige la recherche et la prospective de ce même organisme UNESCO de 2010 à 2014. On est chez lui, on l'accueille très chaleureusement. Georges Haddad.
Georges Haddad. Alors, on se lance, hein, on se lance, carrément. Alors, je vais commencer par Haïm Corsia, si vous voulez bien. Vous voulez bien? Très bien. Pourquoi faut-il être audacieux pour croire en ce moment? Je vous ai dit que moi, je n'avais pas l'audace de le faire. Donc, pourquoi faut-il être audacieux pour croire, Haïm? Monsieur le grand rabbin. Alors? Ben, je vous pose la question. Et moi aussi? Ah ben non. Ah non, là, ça, on dirait une vieille histoire juive. Vous, les juifs, vous répondez toujours une question par une autre question et l'autre répond « Pourquoi pas ?» Ah non. Et pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Tout part d'abord d'une façon de comprendre le titre. C'est vous qui avez cru que croire, c'était croire en Dieu. C'est pas marqué. Oui, mais enfin, si vous êtes là, on se dit que c'est... Bon. On peut croire en l'homme, on peut espérer en l'homme. C'est vous qui avez limité le sujet à croire en Dieu parce que pour vous, on ne peut croire qu'en Dieu. Et ceux qui ne croient pas en Dieu, ils croient en quoi? En moi, par exemple. Mais non, moi, c'est pas en Dieu que je crois. Mais comme je croyais que vous étiez là pour parler de cela... Je parle jamais du boulot le dimanche. Donc d'accord. Excellent, bravo. Bravo, excellent. Non. Et samedi, c'était pas possible. Donc, Shabbat, on peut pas. Shabbat, on peut pas. Donc voilà, bon, il reste peu de créneaux. Hein, bon. Vendredi, je ne veux pas faire de peine à mes amis. Oui, vendredi, il prépare le Shabbat. Donc, voilà. Bon. Donc, première chose, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire croire? C'est pas forcément avoir la foi en Dieu, ce qui est une façon de s'élever de notre condition. C'est aussi croire dans les autres, ce qui est une autre façon d'espérer. Au-delà de la question religieuse, quand vous êtes dans une équipe de football, une équipe, on parlait de l'armée de l'air tout à l'heure, une équipe, vous avez besoin de croire dans la capacité des autres à assumer une part de responsabilité pour pouvoir, vous, accomplir votre mission, votre job. Donc, en fait, vous croyez dans les autres et vous espérez dans les autres. Mais en même temps, évidemment, cette notion peut s'appliquer aussi à Dieu. Et croire en Dieu, c'est ce qui a été notre spécificité, notre à tous, parce que nous sommes les enfants d'Abraham. Et Abraham est un homme complètement incroyable qui espère et qui croit en Dieu alors que personne ne lui en parle, qui n'a aucune garantie, et que Dieu l'engage sur une promesse incompréhensible. Il lui dit « Va vers une terre que je t'indiquerai ». Il ne lui dit même pas le lieu. C'est-à-dire que quand vous promettez quelque chose à quelqu'un, on peut concevoir que vous avez vu le terrain, vous savez que là, ça sera chez vous, bon, je peux admettre. Mais la promesse, l'engagement d'Abraham se construit sur le fait que Dieu lui dit uniquement « Va vers une terre que je t'indiquerai ». En fait, il lui promet une promesse. Et c'est, puisque vous nous avez fait la confiance de nous parler de votre enfant et de vos rapports avec vos parents, moi, quand je me suis marié, j'ai dit à ma femme, si je te dis viens et que tu me demandes où, c'est que tu n'as plus confiance en moi. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a dit d'accord, je vais demander à ma mère. Voilà. Mais c'est la question. Poser une question, c'est douter. Et douter, c'est déjà ne plus avoir confiance. C'est-à-dire que le doute qui est en même temps profondément juste, c'est-à-dire la capacité de ne pas être que dans des certitudes qui nous empêchent de sortir de nous-mêmes. Oui. Mais en même temps, cette idée de croire, c'est-à-dire de faire confiance, c'est un enjeu majeur de la société d'aujourd'hui, parce que si je ne fais pas confiance et je suis dans la défiance absolue, non pas envers Dieu, mais envers les autres, alors il n'y a plus de société de confiance, il n'y a plus de possibilité d'avancer, parce que je suis toujours en protection de moi contre les autres. Et ça, c'est un... On est dans le contraire de l'audace, donc. Exactement. Et le contraire de l'audace, c'est lutter. Et c'était très intéressant votre présentation. L'audace, c'est pas le contraire de pétochard. Et je suis un pétochard. Nous sommes tous des pétochards. Tout le monde a peur de ce qu'il ne connaît pas. Des pétochards juifs allemands, apparemment. Non, non, nous ne sommes pas tous pétochards juifs allemands. Nous sommes tous portés par la crainte de ce que nous ne connaissons pas. Oui. Et comment oser aller vers autre chose? C'est la confiance. La Bible, je connais moyennement. La filmographie de Harrison Ford, je connais par cœur. Alors, je vais vous l'illustrer, si vous voulez. Je vais vous l'illustrer et vous allez comprendre ce que c'est pour moi l'audace de la confiance. Oser croire, oui. Oser aimer et oser rêver. En tout cas, aimer et croire qui vont souvent ensemble. C'est dans le Graal, la recherche du Graal de Indiana Jones, vous connaissez tous, et à un moment son père, qui dans ce film
est joué par Sean Connery, est blessé, et il lui dit, il y aura une épreuve où il y a un gouffre terrible, tu devras avoir confiance et avancer. Avoir confiance et avancer. Arrive le fameux gouffre, ou un gouffre terrible, il lance quelque chose, il n'entend même pas le bruit de la pierre qui tombe. Et il revoit l'image de son père qui lui dit, avance. Il met le pied dans le vide, parce qu'il a confiance, il croit et il aime son père. Il met le pied dans le vide, et au lieu de tomber, son pied se pose sur un petit pont étroit en pierre qu'il ne pouvait pas voir, et il avance dans le vide, mais pas dans le vide. Ce qui veut dire, et cette image m'a toujours marqué, parce que c'est l'idée qu'on ne perçoit pas les choses, et on avance malgré tout dans l'obscurité, parce qu'on a confiance en quelqu'un qui nous aime. Et finalement, c'est ça l'engagement qu'on a envers Dieu. Si on parle de foi, ou si on parle simplement du fait qu'un parent dit à son enfant, viens. Et l'enfant n'a pas confiance, il ne sait pas s'il va bien marcher, s'il tient debout, il ne tient pas debout. Il va vers celui qu'il aime, parce qu'il a confiance en celui qui lui dit, viens. Il a la capacité de dominer sa peur. Et l'audace, c'est pas ne plus avoir peur, c'est contingenter sa peur, c'est même l'utiliser comme un moteur pour se dépasser. C'est ce qu'on voit dans la Bible, quand par exemple les Hébreux se trouvent devant la mer Rouge, avec derrière eux les Égyptiens qui arrivent à toute vitesse. C'est pas une situation confortable. Les pétochards devaient être légion à l'époque. Et d'ailleurs, le commentaire explique que le peuple se scinde en 4 groupes distincts. Un groupe qui veut se suicider, en disant on ne retournera plus jamais esclave en Égypte, on va mourir. Un deuxième qui dit bon, on va retourner en Égypte, c'est tout, on a joué, on a perdu. Un troisième qui dit on va mourir les armes à la main, on va combattre. Et un 4e groupe qui se met à prier. Et Moïse engueule les derniers en leur disant mais vous taisez-vous. Le moment de croire n'était pas là, le moment c'était l'action. Aller secourir ceux qui voulaient mourir. Et qu'est-ce que fait Moïse? Il leur dit n'ayez pas peur les uns des autres. Ce que vous vivez, vous avez besoin de le vivre ensemble pour croire que la mer va s'ouvrir. Et la mer s'est ouverte. La mer s'est ouverte, certes, parce que Dieu le voulait, mais parce que surtout, ils ont cru qu'elle allait s'ouvrir. Et c'est peut-être, juste peut-être un petit mot avant de Bien sûr, la parole. Non, c'était pas pour vous. Non, c'était moi l'idée que je voudrais lancer à la réflexion de tous, c'est un passage du Talmud qui est étonnant, très étonnant. L'audace, c'est la peur, dominer la peur et savoir qu'on domine nos pulsions en quelque sorte. Le Talmud, qui a des fois des paraboles étonnantes. Il raconte l'histoire de 2 rabbins, je peux vous donner la page très précisément. 2 rabbins doivent aller d'un point A à un point B, et il y a 2 routes qui s'ouvrent devant eux pour aller au même point. Une qui passe devant une maison d'idolâtrie, et une qui passe devant une maison de prostitution. L'un des rabbins dit à l'autre, on va passer devant la maison d'idolâtrie, la tentation sera moins grande. Et on résistera, on sera tranquille. L'autre rabbin lui dit pas du tout, on va passer devant la maison de prostitution, on va dominer nos pulsions, et notre mérite sera plus grand. Il décide de faire ça. Il passe devant la maison de prostitution. Quand les prostituées les voient de loin, le Talmud raconte, elles rentrent dans la maison parce qu'elles ont honte devant les maîtres qui arrivent, et eux ils passent tranquillement, et ils ont un grand mérite. Conclusion temporaire. C'est l'audace. Sans audace, sans risque, vous n'avez rien. Vous pouvez faire des choses, mais petites, des choses habituelles. Sans audace, c'est-à-dire sans prise de risque à un moment, sans tester une frontière, tester une limite, y compris ses propres limites, vous n'avez rien. C'est ce que disent les maximes des pères, c'est en fonction des efforts qu'on produit, y compris des efforts d'imagination, qu'on a le mérite, qu'on a la bénédiction, qu'on a la réussite. Et on continuera après, mais cette idée pour moi de croire, qui consiste à suivre finalement l'engagement de quelqu'un comme Abraham, qui a cru simplement que Dieu, qui avait confiance en Dieu parce que Dieu lui a dit « j'aurai toujours une promesse pour toi », c'est cet engagement qui continue à nous animer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chaim Corsia. Merci. C'est magnifique. Juste une ultime question pour moi, qui appelle une réponse courte, parce qu'après je voudrais que vous relanciez les jeunes. Comment on dit croire en hébreu? Ça veut dire quoi? Non, mais est-ce que ça se traduit par croire? Une réponse courte pour ça. Oui. Non, parce que vous avez parlé beaucoup de confiance. Confiance. Est-ce que, par exemple, on dit « j'ai confiance en Dieu » ou on dit « je crois en Dieu » au sens où nous, on l'entend? Je vais faire un test très simple.
on imagine que dehors, il ne pleut pas, parce que quand nous sommes rentrés dans la salle, il ne pleuvait pas. Mais en même temps, il peut très bien pleuvoir. Donc je crois qu'il ne pleut pas. Je crois qu'il ne pleut pas, là, 80%, 90%, disons même. Bon, donc en même temps, il y a 10% où il peut pleuvoir. Vous remarquez qu'en français, on emploie le même mot, je crois en Dieu. C'est donc on instille en même temps un doute. C'est naturel, c'est humain. Une foi, une confiance aveugle, absolue et même inquiétante. Il est naturel d'avoir cette confiance en Dieu. C'est peut-être Léon Blum, qui était plus Premier ministre que rabbin, qui a dit, à la fin de sa vie, ce serait même son ultime mot, « Je crois parce que j'espère ». C'est une belle définition. Merci beaucoup de cette belle réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vas-y. Présente-toi, parce que je ne connais pas. Alors, bonsoir, moi je m'appelle Vincent Césario, je suis étudiant en économie à Paris 1. Alors, je voulais juste faire un lien quelque part entre audace et foi. Alors, est-ce que l'audace finalement c'est pas avoir confiance en soi, avoir confiance en son destin, donc déjà croire en son destin, donc finalement est-ce que audacieux c'est pas déjà croire en quelque chose? Voilà. Ça pourrait s'adresser aux trois. D'ailleurs, les trois vont répondre si ça continue. Tu es au bord de ça. On peut dire aussi. On peut dire aussi. Oh, voilà une réponse lapidaire. Ouais, d'accord. Madame Léka, à cette question, est-ce que ce n'est pas avoir... C'est pas honnête de me donner la parole pour la question la plus difficile qui soit d'emblée. Oui, mais on sait qu'on peut attendre beaucoup, avoir confiance en vous énormément, comme dirait le grand rabbin de France. Non, je ne sais pas répondre à cette question. Oui, peut-être. Moi, je crois en l'homme. Vous avez dit tout à l'heure, je vous écoutais de l'extérieur, vous avez dit « j'aimerais croire en Dieu ». Moi, je suis comme vous. Mais ce n'est pas très grave parce que finalement, je crois beaucoup, beaucoup et profondément en l'homme. Alors, est-ce que ça donne de l'audace? Oui, par définition. Automatiquement. Puisque quand on aime l'humain, qu'on a envie d'aller vers lui, qu'on a envie de vivre avec lui, qu'on a envie de l'écouter, qu'on a envie de l'aimer, on va vers. Donc quand on va vers, c'est une forme d'audace. Vous savez, le sujet, on peut le tourner absolument dans tous les sens, hein. Soyons clairs. Voilà, moi, tout à l'heure, quand vous me donnerez la parole, je vous parlerai de choses peut-être moins philosophiques, moins belles que ne l'a fait Monsieur Corsia. C'était très beau tout ce qu'il a dit. Très. Pour moi, c'est un petit peu dans les hauteurs. Forcément. Mais forcément. Mais c'est bien, c'est pour ça qu'on est tous là. Bien sûr. C'est pour justement... Pas semblable, complètement... Enfin, bon, bref, etc. Oui, Georges. Oui, je vais rebondir sur ce que nous a dit le grand rabbin. Alors d'abord, juste une petite histoire pour parler de confiance en Dieu. C'est l'histoire d'un alpiniste qui est sur le point de chuter et qui se cramponne, sans référence à une intervention comme récente. François Hollande. Voilà, qui se cramponne. Et donc il demande de l'aide. Il dit, y a-t-il quelqu'un pour m'aider? Y a-t-il quelqu'un pour m'aider? Et tout d'un coup, il entend une voix sublime, qui lui dit, je vais t'aider. Il lui dit, mais qui es-tu? Je suis ton Dieu. Donc, crois en moi, aie confiance, et lâche-toi. Et l'autre lui dit, mais tu es sûr? Oui, lâche-toi, tu as confiance en moi, je suis ton Dieu. Et l'alpiniste de dire, y a-t-il quelqu'un d'autre? Bien, donc voilà une première remarque. Et la deuxième, on en a parlé avec le grand rabbin, il y a dans la Bible, dans la Torah, une phrase extraordinaire qui symbolise l'audace dans sa quintessence. C'est quand Abraham, vous avez mentionné Abraham, entend Dieu lui dire en hébreu « lech lecha », c'est-à-dire « va à ta rencontre ». À ta rencontre, toi-même, cherche-toi, n'aie pas peur d'aller à ta rencontre. Et en allant à ta rencontre, tu finiras par rencontrer les autres et te connaître suffisamment pour être cet homme, cette femme qui partage. Et je crois que c'est ça l'audace, c'est d'aller à sa rencontre, de ne pas avoir peur et de ne pas se fuir, de ne jamais se fuir, quelles que soient les limites que notre intelligence et que nos capacités nous indiquent. Il faut aller vers soi. Merci beaucoup, Georges. Merci. Merci beaucoup. J'aurais une question à poser à Madame Léka. Juste à l'instant, vous avez demandé à descendre un peu des hauteurs.
Et en fait, quand j'ai lu le titre de la conférence, l'audace de croire, rêver, aimer, ça m'a tout de suite, ce triptyque-là m'a fait penser tout de suite à un autre triptyque qu'on trouve dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, celui des 3 vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. Et ma question est, est-ce qu'il y a une différence de densité, de sens et de densité spirituelle entre croire, rêver, aimer d'une part et foi, espérance, charité? Et justement, est-ce que croire, rêver, aimer, c'est pas la version justement pour descendre des hauteurs par rapport à la foi, l'espérance et la charité? Une version un peu descendue justement. La foi, l'espérance et la charité. Oui, j'avais lu votre question et j'avais mis en face oui. Quoi, oui? Alors là, vous êtes le rêve et l'angoisse de l'animateur, vous alors? Oui. Vous serez président? Oui. Bon. Non, mais bien sûr on peut développer, mais oui, moi je crois qu'effectivement c'est la même chose. C'est un peu la même chose. Oui, c'est un peu la même chose. D'accord, c'est un peu la même chose. Alors, si je peux rebondir un tout petit peu, rebondissons légèrement. Vous dites il faut aller vers soi pour aller vers les autres. Oui, ça c'est vrai, mais si vous allez vers les autres, vous allez forcément vers vous. Oui, c'est la même. Vous avez absolument raison. On n'est pas un soi isolé, on est un soi social. Et donc, pour aller vers soi, il faut aller vers les autres et il faut que les autres aussi vous accompagnent. C'est le rôle de l'éducation. Et si tu as peur des autres? C'est que tu as peur de toi-même et tu as peur de vivre. Avoir peur des autres, c'est avoir peur de la vie. Et il faut qu'on t'accompagne dans cette peur pour te rassurer et créer en toi ce désir et ce doute qui sont les moteurs de la créativité et de la rationalité, sans lesquels l'homme n'est pas un homme. Tu veux bien t'occuper de moi, Georges? Oui, volontiers. Vas-y. Ah, pardon, juste, monsieur le grand rabbin. Ce qui est intéressant, c'est que les 3 mots, croire, rêver, aimer, ou foi, charité et espérance, sont des termes qui définissent l'impossibilité d'être seul. C'est-à-dire d'être omnipotent. En gros, c'est la lutte contre l'idolâtrie. Et vous parliez dans votre présentation initiale de la chanson « Qu'il est dur d'aimer ». Oui, qu'il est difficile, oui. Ouais. Bien, je n'ai besoin de personne. Bah, il connaît rien dans les chansons. Oui, oui. Ah bah oui, bah alors. Oui. Non mais je ne m'attendais pas à faire un numéro. C'est une grande idée, ça. L'idée, ce fantasme de n'avoir besoin de personne, c'est-à-dire d'être complètement seul et autonome, de dépendre de rien, c'est contre ça que ces 6 mots postulent. On croit en quelqu'un ou on espère dans d'autres, ou dans Dieu, peu importe, en d'autres. On rêve de quelque chose qu'on n'a pas. On aime, c'est donc on a besoin de l'amour de l'autre. Et donc on voit bien que chaque fois, on a besoin d'un alter ego, de quelqu'un d'autre pour pouvoir exister. C'est une façon de dire l'homme n'est pas omnipotent et il a besoin des autres. Donc il est dans un lien. Et c'est ça la véritable religion. Le mot religion, qui vient de religere, qui veut dire relier, dit bien relier Dieu aux hommes peut-être, mais il dit sûrement relier les hommes entre eux. C'est-à-dire que par nature, une religion ou quelque chose qui se construit avec d'autres dit j'ai besoin des autres pour vivre. Et ça, c'est l'humanité. Merci. Vous voulez relancer non quelqu'un j'ai vu. Oui, allez-y. Vous avez demandé. Ouais. Pardon. Allez-y. Oui. Je m'appelle Gabriel Alali et je suis étudiant en médecine. Vous dites aller vers les autres et tout, mais je trouve qu'à notre époque, enfin surtout dans ce qu'on nous apprend, c'est très dur d'aller vers les autres. On a une grande peur des autres. Et on manque de confiance. On voit, moi, quand j'étais petit, on racontait une histoire où un père, le premier jour, il disait à son fils « Quoi que je te dise, il faut m'écouter ». Et le lendemain, il lui disait de monter sur une table et de sauter de la table à tête de la première. Alors le fils, vu la leçon de la veille, il lui disait de l'écouter. Et alors, bien sûr, le fils tombe, se fait très mal. Et le père se le relève et lui dit « Regarde, même dans ton père, il ne faut pas avoir confiance. » Alors... Même Abraham essaye d'aller sacrifier son fils Isaac. Donc c'est comment avoir confiance dans l'homme lui-même? Faut-il pas avoir l'audace d'avoir confiance dans quelque chose de plus qui dépasse l'homme, ou voir par exemple l'écologie? Est-ce que l'audace aujourd'hui, c'est pas de croire qu'il faut poursuivre, que permettre à l'homme de continuer à vivre sur Terre? Voilà. C'est ce qu'il a dit le grand rabbin in petto. Non, je n'ai pas le droit de dire. Non. Il a dit, il est askénaze. Ah non.
Parce que si même dans son père, il n'a pas confiance. Si voilà, c'est ça. Si Mais même dans ton père, alors là, on ne sait plus quoi faire. Là. Mais à la fin, Avram, il n'a pas tué son fils. Alors, qui veut répondre à ce jeune homme, Madame Leka? Oui, moi je vais lui répondre parce que je crois comprendre que c'est un des seuls étudiants en médecine. Hein, les autres sont dans d'autres domaines. Et on a échangé 3 mots tout à l'heure. Et ces 3 mots étaient importants. Il m'a dit, voilà, je suis en 3e année de médecine, je dois faire un master. Je ne savais pas qu'on faisait des masters en médecine aujourd'hui, mais bon, je dois faire un master. Est-ce que je dois le faire avant ou après l'externat? L'externat, vous savez, c'est le moment où l'étudiant pénètre dans les hôpitaux, autrement dit, pour la première fois, rencontre des malades. Et je t'ai dit tout de suite, fais d'abord ton externat et ensuite tu feras ton master. Pourquoi? Parce que la première chose à faire si tu veux être médecin, c'est de rencontrer ton collègue de travail, le malade. Parce que vous allez faire un couple tous les deux avec ton malade. Tu sais que la vie d'un couple, c'est pour qu'un couple dure, il faut de l'amour, il faut de l'estime, il faut de la confiance, enfin tous ces mots, mais qui sont des vrais mots. Et ce n'est pas des mots en l'air, c'est des mots que tu vas adapter à chaque fois à une vraie situation, à quelque chose de tangible, à quelque chose de réel. Donc, la médecine aujourd'hui, c'est très vaste. Tu peux ou non, dans ta vie médicale, être en contact ou non avec le malade, mais il faut que tu commences par ça. C'est ton baptême du feu. Et ensuite, tu orienteras et tu feras tous les masters que tu voudras. Voilà ce que je pense personnellement. Bravo. Bravo. Merci. Ça te rassure sur ton père ou... D'accord. Tu pourras dire, Madame Leka m'a dit ça. Ouais, bon. Si ton patron te dit saute, tu réfléchis quand même avant. Tu réfléchis 3 secondes. Vous vouliez poser une question, mademoiselle? Oui, bonjour, Diane Tignac. Donc, je suis étudiante à l'ESCP. Donc, moi, j'avais une question assez générale. Très bien. Donc, aujourd'hui, on est dans un monde de jouissance infinie. Et néanmoins, paradoxalement, il y a énormément d'insatisfaction personnelle. Est-ce que l'audace de rêver ne serait-il pas synonyme de déception aujourd'hui? Et pourquoi? Alors à qui veut répondre déjà? L'audace de rêver est-elle liée à l'idée de déception presque inexorable, c'est ça? Oui. Qui veut répondre? Oui, je veux bien commencer, hein, même si la question est compliquée. Et pour y répondre, je vais citer, vous me le pardonnerez, monsieur le rabbin, un grand sage du Moyen-Âge, Augustin d'Hippone, appelé Saint Augustin, qui disait dans le livre 11 des Confessions, je le cite, « Si personne ne me le demande, je le sais bien. Mais si on me le demande et que j'entreprenne de l'expliquer, alors je m'aperçois que je l'ignore. » Il parlait du temps. C'est le même sentiment que je ressens aujourd'hui face à votre question sur l'audace. Je crois qu'il faut comprendre que croire, rêver et aimer sont les respirations de l'esprit et de l'âme. L'homme qui ne croit plus, l'humain qui ne croit plus, qui ne rêve plus et qui n'aime plus est mort quelque part. Donc vivre, c'est croire, rêver, aimer, quelles qu'en soient les circonstances et quelles qu'en soient les conséquences. Et je crois que c'est ça notre devoir, à nous d'éducateurs, c'est de créer cette capacité à continuer à croire, à rêver et à aimer, et à agir. Ne l'oublions pas, ça ne suffit pas de croire, de rêver et d'aimer, il faut que l'action suive pour que nous puissions continuer notre aventure sur Terre. Et je reviendrai là-dessus parce que je pense qu'il y aura peut-être une question sur les mathématiques. Elle vient au service de ce qu'il y a de plus fondamental pour l'homme, c'est l'aventure de l'esprit humain. Et je crois que c'est là la vraie définition de la confiance, du croire, du rêver et d'aimer, c'est de croire en l'aventure de l'esprit humain. Je crois que c'est ça qui caractérise l'humain par rapport aux autres espèces vivantes. Et voilà ce que je pourrais dire. Il ne faut pas avoir peur d'être déçu. Il faut essayer. Il ne faut pas avoir peur du deuil, donc, du deuil de l'espérance. C'est ça qui... Je traduis dans mon langage à moi. Oui, c'est ça. Oui. On peut poser une question. On peut poser une question aux jeunes aussi. On a le droit. C'est les deux côtés. Oui. Je voudrais demander à cette tellement charmante jeune fille pourquoi elle a posé cette question. Je voudrais qu'elle m'explique sa question. Parce qu'aujourd'hui, l'actualité, on a aussi plein de
je pense au principe de précaution qu'aujourd'hui on cherche à appliquer un peu partout. Donc ça peut être au domaine de la médecine, de l'écologie, et c'est souvent, pour ma part, j'ai l'impression que c'est un frein justement à l'audace. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les audaces qu'on a eues dans le passé, on n'en serait plus capable. Est-ce qu'aujourd'hui on serait capable d'envoyer un bateau pour aller conquérir un pays qu'on ne connaît pas, comme Christophe Colomb? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui... est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'être aussi audacieux qu'on l'a été dans le passé? Bien. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. Attendez. Vous applaudissez pourquoi? Vous applaudissez ce qu'a dit la jeune femme ou la jeune fille ou quoi? Oui. Ah bon, d'accord. Donc vous pensez qu'on ne le ferait plus, c'est ça? Je sais pas. Si, mais elle a dit, je comprends tout à fait sa question. Elle a dit deux mots, principe de précaution. Moi, j'ai horreur du principe de précaution. Deuxièmement, elle a parlé des médias. Mais c'est évident que... Vous avez horreur des médias? Non. Attention. Non, mais il ne faut pas s'attacher à toutes ces bêtises. Non, mais je la vois, elle est jeune, elle est belle, elle a l'air assez intelligente. Elle doit avoir un petit copain qu'elle adore. La vie est belle, mais la vie est belle. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir des phrases? Parce que... Une seconde. Chaim Corsia. Oui, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. On peut caractériser les choses comme ça, mais en même temps, la question qui se pose est une vraie question sur l'idée qu'un rêve, par nature, n'est jamais accessible. C'est ça l'erreur que tu fais dans ta question, qui est très juste. C'est que quand tu atteins l'horizon, tu es cuite. Il faut toujours avoir un horizon plus lointain. Et tant que si tu atteins un rêve, tu dois t'en fixer un autre. Et ta situation est intéressante. On a maintenant beaucoup d'éléments sur toi, puisqu'on a eu... Moi, j'ai pas eu vos CV, donc apparemment, professeur, vous les avez eus. Donc on sait, etc. Bon, mais prenons ton cas, puisque tu nous as fait partager une grande partie. Tu as l'ESCP, ok? 90% des étudiants qui ont tenté ce concours t'envient. Mais toi, tu envies ceux qui ont eu HEC. Donc en fait, chacun, je sais, parce que moi je vois bien, à Polytechnique, quand on voit les petits qui sont à Polytechnique, ils sont très contents, et ceux de Centrale, dont 90% rêvent d'entrer à Centrale, quand ceux de Centrale voient ceux de Polytechnique, on a l'impression qu'ils sont au jour de Kippour. Tu vois, ils sont tous peur. C'est terrible. Bon. Donc en résumé, toi tu as le SCP, ça fait rêver tout le monde, tu incarnes un rêve, et toi ce rêve, en fait, le jour où tu as eu les résultats, si tu es rentré à l'ESCP, c'est que tu étais très bonne, et que ce jour-là, j'en sais rien, ton petit copain dont parlait madame, probablement, t'as pas aidé à préparer les examens, je sais pas trop quoi. Bon bref, toi ton rêve c'est autre chose. Mais si tu arrives à ce moment-là et que tu dis, ça y est, j'ai fini, ça y est, je suis rentré, je fais plus rien, remets-toi d'autres rêves. L'idée, la société, une société forte est une société capable de se mettre des rêves un peu plus loin, des rêves qui nous amènent un peu plus loin. Max-Paul Fouché, que vous connaissez, on doit être tous les deux les seuls dans la salle à savoir qui était Max-Paul Fouché maintenant. Oh, ça va. Alors dans le panel, venez, on fait l'essai dans le panel. Vous dites, oh, qui est Max-Paul Fouché? Toi, t'as pas de chance, t'es à côté de moi. Et toi? Ça vous apprendra à poser des questions. Toi, pareil. Et toi là-bas? Parfait, vous avez compris? Alors voilà. Donc c'est une question d'âge. Max-Paul Fouché, c'était le Serge Moiti d'il y a une époque, parce que c'est lui qui a introduit la culture à la télé. Max-Paul Fouché a dit, bon, je le connais uniquement parce qu'il y a une biographie qui est sortie de lui il y a 8 mois. Allez. Il a dit, le chemin le plus direct du point A au point B n'est pas la ligne droite, c'est le songe. C'est de passer par la maison de prostitution. C'est les songes. Non, c'est prendre des risques. Le songe, rêver quelque chose qui nous paraît impossible. Mais est-ce que tu... Donc, réinitialise des nouveaux rêves, tout le temps. Parce que quand tu arrives, il faut en inventer un autre, qui t'emmène plus loin. Mais pourquoi on ne pourrait pas inverser toujours l'histoire en disant la nostalgie, c'est le vrai moteur de la vie? Pas du tout. Ouais, pourquoi pas? Parce que la nostalgie nous amène en arrière. La Pinta, la Niña, la Santa Maria, c'était mignon pour découvrir des nouveaux territoires. Mais aujourd'hui, il y a tous les jours des Pinta, des Niña, des Santa Maria qui partent, qui découvrent de nouveaux zones dans la médecine. Et pourtant, dans la création, la nostalgie est un moteur absolu.
Nostalgie de quoi? Du passé? Quelque chose. Non, la nostalgie de l'âge. Alors non, pardon. La nostalgie. La mélancolie. Je les laisse parler entre eux. D'accord, pardon, c'est la mélancolie. Non, mais je vous laisse finir. La nostalgie, c'est uniquement les moyens qu'on avait à 20 ans, à 30 ans, un âge où on avait toutes les potentialités devant nous. C'est pas ce qui était avant qu'on regrette, c'est notre éventail de possibilités qui s'est réduit avec l'âge. Donc la nostalgie, c'est que retrouver toutes les possibilités. Prends toutes les possibilités, tous les rêves, et tu verras que tu n'auras pas besoin de nostalgie pour avancer. Alors, d'accord, bon, à la mélancolie, en tout cas, je me tiens, c'est important. C'est très, 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 très important. Je ferai un jour une conférence enfin seul, je vous parlerai de alors, enfin seul, pas de grand rabbin, pas de... Non. Alors, Francine Leca et Georges Haddad, je me retourne vers vous. Non, ils vous regardent. Non. Quelles sont les... Je lis la question. Quelles sont les limites que vous posez à votre audace, puisque vous avez une présupposée audace, et quelles sont celles que vous aimeriez dépasser? C'est la question que tu voulais me poser. Je t'ai dit qu'elle était idiote, donc tu l'as retirée. On la retire. Et tu m'as dit, j'en prépare une autre. On la retire. Alors, si tu veux bien me dire la nouvelle. C'était pas ça exactement qu'il a dit. Alors là, moi je vais aller faire un tour. Dis-moi, c'est Tati Daniel ou quoi? Tu vois Non. Dans le chemin d'ici à la salle, j'ai réfléchi et j'aimerais savoir, quand vous travaillez, quand vous avez vos idées, est-ce que c'est le rêve qui vous guide ou la croyance dans ce que vous faites? Ou les deux? Les deux, mon général, les deux. Mais oui, bien sûr, il faut du rêve. Ça, vous l'avez, Monsieur Corsia, vous l'avez tellement bien expliqué que je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut du rêve, il faut projeter, puis il faut y croire. Les deux, tout ça est très lié. C'est ce qu'on appelle l'enthousiasme, c'est ce qu'on appelle le goût de faire, le goût d'aller vers les autres, comme je t'ai dit tout à l'heure. Bon, comment dire, moi je suis très admirative quand j'entends des gens comme vous qui parlent de Dieu, grosso modo de Dieu, de leurs croyances, en citant d'ailleurs des histoires magnifiques. Elles sont toutes superbes, ces histoires. Le fossé, on met le pied dedans, il y a un truc qui arrive en dessous. Non, mais c'est... J'ai l'air de plaisanter, je plaisante pas, je suis profondément intéressée et admirative des gens comme vous qui ont cette foi, cette croyance. Moi, et nous sommes admiratifs de quelqu'un qui a eu l'idée de créer votre association, qui a sauvé 1500 enfants de pays défavorisés. Il recentre le débat. Oui, mais parce que ça aussi, c'est sauter dans le... Voilà, moi je suis une personne, vous êtes peut-être rendu compte en 5 minutes, éminemment les pieds dans la glaise, éminemment pratique. Arrêtez. Non, mais c'est vrai. Et ce qui m'intéresse, et moi ce qui me fait avancer, ce qui me plaît, ce qui m'a toujours plu et qui, malgré mon grand âge, me fait encore non seulement marcher, mais courir souvent, c'est dans mon petit domaine, qui est le domaine de la chirurgie cardiaque, parce qu'on a tous un domaine de prédilection. Hein. Moi, c'est la chirurgie cardiaque. Moi, c'est opérer des enfants qui ont des malformations du cœur et faire d'un enfant qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas respirer, un petit gamin qui va courir, qui va taper dans un ballon de foot. Voilà, mon idéal de vie, c'est ça. C'est ça. Bravo. Magnifique. Mais pas plus magnifique qu'autre chose. Tout le monde a son idéal de vie. Ce qu'il faut, c'est évidemment en avoir un. Et il peut être extrêmement... Il n'y a pas de hiérarchie dans l'idéal de vie. On ne fait pas mieux qu'un autre, moins bien qu'un autre. Certes. Chacun fait ce qu'il a envie, ce qu'il sent en soi et ce qu'il sait faire. Voilà. C'est tout simple, finalement. C'est tout simple. Il ne faut pas trop se prendre la tête. La chute était formidable. Non, mais c'est pas possible. C'est formidable. C'est formidable. Sauf moi, que... je continue à dire que c'est formidable. C'est mieux que d'animer des émissions de télévision, par exemple. Ah non, c'est formidable d'animer une émission de télévision. Moi, je ne connais pas un seul métier imbécile. Pas ah non, un. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Même animer une émission de télévision, c'est très bien.
N'exagérons rien. Oui, Georges. Oui, alors que dire après tout ça? C'est vraiment difficile de prendre la parole. Moi, je crois que, avant tout, il faut avoir la passion. Il faut avoir une passion. Et la vie, c'est un chemin. Ce n'est pas un but en soi, c'est un chemin que nous construisons en cheminant dans la vie. Et lorsqu'on se fixe un but, parfois, on est tellement obnubilé par ce but qu'on finit par rater tout ce qui caractérise cette force, cette énergie, ce désir, cette passion. Il y a un terme, un néologisme qu'on appelle la serendipity. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est ce terme. Je l'ai su. Serendipité. Vous le savez? Bon, oui, bravo, mais je vais l'expliquer. Il y avait une sorte de royaume imaginaire qui s'appelait Serendip, qui est Ceylan, Sri Lanka aujourd'hui, vers lequel les explorateurs de l'époque allaient parce qu'ils pensaient que ce royaume allait apporter tous les bien-être de la vie. Et donc, ils allaient vers Serendip. Et en cherchant Serendip, ils ont découvert une multitude de choses. Christophe Colomb, en cherchant les Indes, a trouvé l'Amérique. Fleming, en cherchant je ne sais quoi, a trouvé la pénicilline. Ce qui est important, c'est d'aller, de chercher, et de ne pas se fixer de but ou de limite en soi, et de ne pas se bloquer par cela. Lorsque vous essayez, il y a ici un grand maître des arts martiaux, il le sait très bien, Alain Banon, qui m'a appris à ne pas chercher et à vouloir à tout prix. Lorsque vous essayez de faire un mouvement et que vous voulez le faire à tout prix, vous le ratez. Il ne vient qu'au moment où vous ne l'avez pas voulu, parce que vous l'avez préparé, sans le savoir, par un travail inconscient et parfois conscient, par une répétition. Et c'est là que moi je veux revenir sur quelque chose d'essentiel, parce qu'on est en train de tourner autour de ça. C'est le rôle de l'éducation. C'est le rôle de l'éducation. Éduquer, c'est conduire. Éduquer, c'est renforcer la confiance et le désir, et faire en sorte que chacun aille vers ce qu'il y a de plus beau dans l'aventure humaine, c'est le savoir partagé, le savoir amélioré, le savoir permettant à chacun de se positionner en tant qu'être humain dans une vie ô combien difficile, ô combien médiatique, malheureusement. Mais là aussi, il va falloir que les médias se revoient. Je crois qu'il faut déconstruire tout ça. Nous sommes arrivés à un point de déconstruction essentiel. C'est ce que disait Picasso en permanence. Il faut savoir déconstruire pour construire autrement. Je crois que notre société, à tous les niveaux, politique, éducatif, scientifique, religieux, doit avoir le courage de déconstruire pour construire autrement. Merci. Raïm Corsia. Raïm Corsia. J'allais dire que le professeur Haddad ressemblait à Picasso. En fait, quand vous avez dit ça, c'est vrai que physiquement même. Oui, mais je vois. Et après, je me suis dit, comme il a un copain qui fait des arts martiaux, je vais plutôt lui donner raison. Et ce que vous dites, c'est exactement ce que dit un rabbin qui s'appelle Rabbi Nachman de Braslav. Il dit, ne demande pas trop ta route, tu risquerais de ne pas te perdre. C'est-à-dire qu'à trop vouloir formater notre chemin, on oublie de prendre des chemins de traverse qui nous permettent de découvrir d'autres choses. Et d'une certaine manière, c'est peut-être la réponse à vos interrogations, chère madame professeure. Quand vous arrivez devant une opération d'un petit, vous ne savez pas si ça va marcher comme vous le voulez ou pas. Et pourtant, vous la tentez. D'une certaine manière, vous osez. Ce n'est pas quelque chose qui vous rabaisse les pieds dans la glaise. C'est quelque chose qui touche aussi à une forme d'espérance. Et juste pour la précision des choses, quand j'ai cité ce film avec Harrison Ford, donc Indiana Jones, il n'y a rien à voir avec Dieu. C'est à voir avec le fait qu'il a son père a un décryptage des textes qui lui fait avoir confiance dans la sagesse des anciens. Et donc c'est une question de confiance transmise. Et par nature, la confiance s'acquiert dans une société. On ne peut pas décréter la confiance. À un moment, on a confiance dans certains textes, dans certaines sagesses, certains savoirs. Et finalement, c'est autant de savoir que vous avez quand vous décidez que tel médicament va produire tel effet. Vous n'en savez rien, vous savez simplement parce que les anciens vous l'ont dit, ils l'ont démontré, ils l'ont prouvé. Et c'est cette chaîne de confiance qui crée une véritable société. Oui. 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 Ah bon non. Vous parlez de la chirurgie en 2 mots. Il y a la confiance, oui, mais il y a le travail derrière. Ça, c'est très important. Et puisqu'on est en présence de jeunes, c'est quand même une notion. Vous avez parlé d'éducation. Ça, c'est hyper important. Moi, je voudrais leur dire aussi, quoi qu'on fasse, il y a du travail. 100 fois sur le métier.
Et si on ne fait pas ça, on n'a pas la compétence. Et si on n'a pas la compétence, dans quelque domaine que ce soit, c'est pas terrible. On est malheureux, les autres sont malheureux. Donc il faut travailler beaucoup. Vous travaillez beaucoup. Au ping-pong, oui. Enfin, nous resterons sur cette interrogation, en tout cas en ce qui concerne le grand rabbin de France. Georges, tu voulais rajouter un truc, puis je passe la parole à un jeune homme qui l'a demandé. Oui, non, je voudrais prendre un exemple très simple, l'exemple de l'enseignant. Moi, chaque année, lorsque je rentre dans mon amphi, je ne sais pas si certains ont été mes étudiants, il y en a peut-être dans la salle, il faut beaucoup d'audace, parce que je ne sais pas où je vais aller. J'ai un savoir, j'ai des connaissances, mais vais-je être capable de les transmettre? Donc si je me pose trop de questions, je ne rentre pas dans l'amphi. J'ai peur. J'ai peur parce que j'ai peur de ne pas être reçu, de ne pas être perçu, de ne pas être compris. Et l'audace, c'est à chaque fois, et c'est à chaque fois de l'audace, lorsque je rentre dans une salle de cours et que j'ai devant moi toutes ces belles têtes qui ne demandent qu'à apprendre et à me faire confiance, il me faut de l'audace. Parce que ai-je la capacité à leur transmettre ce désir, ce besoin d'apprendre et ce goût de l'apprentissage et de l'effort? Je crois que c'est ça qui est très important aussi, c'est une remise en question permanente. Et c'est ça la grande audace aujourd'hui, et en particulier dans un monde qui est en train de se réduire à une matérialité absolument scandaleuse, c'est être capable à chaque fois de se remettre en cause à tous les niveaux, je le dis bien, aussi bien pour la politique, qui devrait devenir pôle-éthique plutôt que politique, et revenir vers une éthique de l'action et du comportement et de la pensée, et à tous les niveaux. La religion aussi doit se remettre en question en permanence, à travers les textes sacrés, etc., et avoir cette dimension pôle-éthique qui permet d'avancer et de ne pas rester dans cette politique politicienne qui est en train de nous réduire et de nous faire perdre cette confiance, cette audace, cette capacité de croire, de rêver et d'aimer. Et je terminerai par un postulat que je voudrais dire, parce que j'ai peur de l'oublier, c'est qu'un pays qui aime ses enfants doit respecter ses enseignants. Un pays qui aime ses enfants doit valoriser son éducation. Est-ce qu'on y est aujourd'hui? Voilà une question où l'audace s'exprime. Aimer ses enfants, c'est avant tout respecter l'éducation qu'on leur donne. Et je n'ai pas le sentiment qu'on y est. Merci Georges. Présente-toi. Paul Armand de l'école polytechnique. Merci. Je ne sais pas si je suis rêvé par contre. Oui. Non, excusez-moi. Justement, ma question est pour vous. Lorsque j'étais en prépa, lorsque j'étais en prépa, il m'arrivait de m'endormir en laissant des problèmes mathématiques irrésolus et je me réveillais au milieu de la nuit avec la solution. Et du coup, je me demande si est-ce que le raisonnement nous suffit ou parfois faut-il avoir l'audace de rêver et d'imaginer pour résoudre des problèmes mathématiques et d'autres problèmes. Elle me paraît en ligne droite. Alors, jeune polytechnicien, mon filleul est à Polytechnique. Alors, donc, voilà. Je vais vous citer un grand mathématicien du 19e siècle qui s'appelait Jacobi, qui écrivait une lettre à un grand mathématicien français de la même époque qui s'appelait Legendre, pour critiquer un autre grand mathématicien français qui s'appelait Fourier. Alors Fourier, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Fourier, Madame Leca, ma femme est radiologue, sans Fourier, vous n'auriez aucune échographie aujourd'hui, aucune IRM, aucun scanner, c'est le traitement de l'image et du son, mais lui s'intéressait uniquement à la chaleur. C'était la chaleur. Mais à travers la chaleur, l'étude de la chaleur, il a développé des outils qu'on appelle les séries de Fourier, les transformés de Fourier, etc., qui ont permis, et justement c'est ça la serendipity, c'est en cherchant pour la chaleur, il a permis d'avoir les outils pour comprendre le traitement de l'image, le traitement du son, etc. Et Jacobi écrit cette lettre, très rapidement. Il écrit la chose suivante, je cite, « Monsieur Fourier avait l'opinion que le but principal des mathématiques était l'utilité publique et l'explication des phénomènes naturels. Mais un philosophe comme lui aurait dû savoir que le but unique de la science, c'est l'honneur de l'esprit humain, et que sous ce titre, une question de nombre vaut autant qu'une question du système du monde. Une question de nombre vaut autant qu'une question du système
du monde. Je crois qu'il a tout défini dans l'aventure du savoir et de la connaissance à travers cette phrase. Tout est compris dans tout. La plus petite question mathématique contient les plus grandes questions mathématiques. Et le rôle des mathématiques, vous le savez très bien, ce n'est pas simplement d'être un outil, ce n'est pas simplement d'apporter des réponses, mais les mathématiques, comme disaient les Grecs, Platon le premier et Aristote, c'est un art, ce n'est pas une science. C'est un art de la pensée. Lorsque vous, polytechniciens, vous me parlez de points de droite, êtes-vous capable de me dessiner un point et une droite? Je vous le défie, je vous défie de le faire. Donc nous travaillons dans des métaphores mathématiques de la réalité qui s'ajoutent aux autres métaphores pour nous permettre de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et le raisonnement mathématique, l'outil mathématique qui en résulte, nous permettent d'aller de l'avant. Et je le tiens à le dire, il a fallu beaucoup d'audace et de rêve et de croyance pour que Galilée, pour que Copernic, pour que Kepler, contre les dogmes de l'Église, à travers le raisonnement scientifique, démontrent que la Terre tournait autour du Soleil. Il a fallu beaucoup de rêve, d'audace et de croyance pour que Einstein, à travers le raisonnement mathématique, à travers des géométries qui ne sont pas des géométries euclidiennes, nous montre le monde tel qu'il est et tel que l'expérience ne nous permet pas de le voir. Donc il faut rêver. Merci, mais il y a aussi donc le pouvoir. Le jeune homme a parlé du pouvoir du rêve d'une certaine façon. Il est en interrogation, il s'endort, il rêve, le lendemain il a la réponse. Oui, justement, j'ai vécu ça toute ma vie et je termine là-dessus. Je n'ai jamais rien démontré au moment où je voulais le démontrer. Voilà. Jamais. Voilà. Mais le cerveau travaille. Il y a le vouloir conscient et il y a le vouloir inconscient. Bon, là, je parle devant des médecins, je ne suis pas un spécialiste du cerveau, parce que le XXIe siècle sera le siècle du cerveau. Je crois que la grande aventure du XXIe siècle sera le siècle du cerveau, du développement cognitif, etc. Et tout va changer. Même l'éducation et la façon d'enseigner, de transmettre, va changer une fois que nous aurons mieux compris les processus cognitifs, le cerveau. Stanislas Dehaene a écrit un très beau livre dans ce domaine, etc., qui n'est que précurseur. Le XXIe siècle va être le siècle du cerveau. Ça ne sera ni le siècle de Mars, ni le siècle de Saturne ou de Neptune, etc. Ça sera le siècle du cerveau qui va enfin nous rapprocher de la création divine pour ceux qui y croient, ou de la création tout court pour ceux qui n'y croient pas, et va nous faire changer radicalement de comportement. Mais moi, je le dis clairement, vous croyez démontrer les choses par le rêve, par l'inconscient, mais votre cerveau travaille en permanence. En permanence. Lui ne s'arrête jamais. Donc c'est pour ça, je n'ai jamais démontré un théorème de mathématiques consciemment à ma table. C'est pour ça que je vais dormir très souvent, ce que ma femme a du mal à croire. Moi, j'ai besoin d'être au lit pour rêver et pour démontrer les modestes choses que je prétends démontrer. Merci. Raïm Korsia. Nous avons ceci de commun. Je dors, mais je ne démontre rien après, donc c'est très embêtant. Raïm Korsia. Juste plus largement, cette question, moi je la trouve passionnante, pas que pour Polytechnique, pour l'ensemble des disciplines. On a cette obsession depuis longtemps d'avoir des domaines en silo. On pense qu'il faut des hyper spécialistes de sujets très pointus. En réalité, il y a besoin d'avoir un panel large de culture générale. Ce qu'on a fait par exemple dans l'école des officiers de l'armée de l'air, le directeur, qui est maintenant chef d'état-major de l'armée de l'air, a passé la part de culture générale dans cette école, qui est une école de pilotage, mais aussi d'ingénieurs, de 11 à 38% de culture générale. Ce que tu as fait là, c'est en réalité te mettre à essayer de casser un raisonnement mathématique avec des mathématiques, et quand tu dors, tout ce que tu sais, tout ce que tu as en toi, se met en mouvement pour trouver. Et donc, ce n'est pas uniquement avec les mathématiques que tu résous quelque chose. Dans ta façon de présenter les choses, c'est dans le rêve. En réalité, c'est toute ton humanité, tout ce qui est en toi. Et donc, c'est quelque chose de très important, je crois, dans les cursus maintenant, d'ouvrir les disciplines à la connaissance d'autres disciplines. C'est très dangereux de fonctionner uniquement par hyperspécialité. Il y a un moment où il faut le faire. Je pense que quand vous êtes en chirurgie cardiaque, vous n'allez pas vous amuser à faire d'autres choses. Mais en même temps, quand vous opérez, c'est toute votre humanité qui est là pour faire quelque chose. Et ça me semble important de vous ouvrir l'esprit à beaucoup d'autres connaissances. Ça se fait de plus en plus dans les grandes écoles. Et puisque tu es à Polytechnique et que tu es un X 2013, chic à la jaune. Oui, vous
Si vous ne me prendrez pas comme stagiaire en chirurgie cardiaque. Non, mais moi, là où je vous rejoins tout à fait, l'hyperspécialisation est un mal d'aujourd'hui qui, même en médecine, se ressent. Bien sûr, la technique aujourd'hui, la technique médicale est devenue tellement pointue qu'il va falloir quand même, comme vous dites, on fait de la chirurgie cardiaque d'enfants, bon, faut en faire tous les jours, mais il ne faut pas se fermer aux autres disciplines. Et surtout, il ne faut pas se fermer à ce que j'appellerais l'unité centrale, qui est le malade dans son entité. Et je pense que la médecine aujourd'hui, parce qu'il y avait une question, je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder, mais je la trouvais passionnante, comment peut-on penser la médecine de demain, ou autrement dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire avec ce qu'on a aujourd'hui, qui est déjà très très bien, hein, je vous rassure. La médecine aujourd'hui, elle est quand même formidable en France. Bon, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on avance encore, on change? Alors, est-ce qu'il faut tout déconstruire pour reconstruire? Ça, c'est une question. Moi, je suis plus pour je ne suis pas une révolutionnaire de tempérament, je suis plus pour les progressions, pour les modifications douces et les progressions. Mais il est certain qu'il faut redonner, par exemple, une place plus importante aux généralistes par rapport aux spécialistes, parce que c'est lui qui va quand même prendre le malade dans sa globalité. Et moi, je m'en rends compte, on souffre un petit peu de cette hyperspécialité aujourd'hui. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire, vous avez des médecins, et ça m'a, quand j'étais en charge du suivi de ce type de questions, vous avez des médecins qui soignent des maladies et pas des malades. Et ça, c'est terrible, parce qu'ils sont tellement spécialisés qu'ils en oublient la personne globale. Alors qu'il y a des médecins qu'on pourrait parfois qualifier de médecins de quartier, qui ont une vision généraliste, ça veut dire générale du patient, et qui voient bien que ce n'est pas en soignant juste l'ulcère qu'il a qu'ils vont résoudre son problème, mais en traitant son stress, en traitant d'autres types de maladies, c'est-à-dire ce qui touche à l'humain. Et ça, à mon avis, dans toutes les disciplines, il y a besoin de ce partage, cette interdisciplinarité. Tout à fait. Oui, très brièvement, déconstruire ne veut pas dire détruire. Il peut y avoir des déconstructions partielles et progressives sur les savoirs. La science ne se déconstruit pas totalement, mais il y a des ruptures, il y a des avancées qui permettent parfois de rejeter des choses qui étaient des dogmes à l'époque, etc. Donc la déconstruction, c'est de ne pas être figé. Ne pas être figé sur des croyances, sur des dogmes scientifiques, et donc il y a des déconstructions partielles, et il ne s'agit pas de tout déconstruire. Mais moi, je voudrais faire une parabole très rapidement mathématique. Un jour, je parlais à un grand maître des arts martiaux, c'est pas Alain, mais c'était maître Michigami, et un jour, je lui disais, qu'est-ce que je dois faire? Comment vais-je progresser vers la connaissance, etc. Et il me dit, tu es à la surface d'un cercle. Ton but, c'est d'aller vers le centre. Si tu papillonnes à la surface, en étant inter, trans, pluridisciplinaire en permanence, tu n'y arriveras jamais. Donc il faut que tu choisisses une voie. Il faut choisir une voie qui progressivement va te rapprocher de ce centre que tu n'atteindras jamais, mais qui te permettra ensuite d'avoir une vision globale du monde. Donc il est important aussi de choisir un chemin. Et là, ce grand défi, cher à Edgar Morin, vous savez, de la transdisciplinarité, etc., auquel j'adhère, ne doit pas nous faire perdre conscience que pour s'accomplir, il faut choisir un chemin et avoir le courage de choisir une discipline, de choisir une spécialité. Et puis après, progressivement, lorsque nous avons progressé dans ce chemin, avoir une vision plus globale du monde, plus trans et interdisciplinaire. Mais est-ce qu'on peut décemment demander à un jeune de 16 ans, 17 ans, de savoir ce qu'il fera dans sa vie? Est-ce qu'on peut décemment demander? Je vois bien, quand vous avez des enfants qui ont cet âge-là et qui arrivent avec ce truc incroyable qui s'appelle APB ou un Felnet ou ce que vous voulez, on leur demande de choisir leur avenir quand ils ont 16-17 ans. Est-ce qu'ils peuvent vraiment savoir? Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à ouvrir les disciplines le plus larges possible et leur permettre de faire le choix un peu plus tard? C'est-à-dire que l'obligation de segmentation, elle est dangereuse parce qu'elle vous coupe d'autres possibilités. Non, mais je suis totalement d'accord. 16 ans, c'est trop tôt. Bien sûr, et il faut accompagner, mais à un moment, il faut faire un choix. Il faut faire un choix, comme vous l'avez fait, vous, dans votre vie, comme Madame Leca l'a fait, comme Serge l'a fait, comme je l'ai fait moi-même. J'ai choisi les mathématiques. Pourquoi, je ne sais pas. Mais on m'a accompagné dans ce choix et on m'a permis de faire ce choix. Je crois que c'est important, à un moment, de pouvoir choisir. Oui, mais ce que dit M. Cor... Non, je ne peux pas vous empêcher, mais allez-y.
Non, moi je suis d'accord, en 2 mots, je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Corsa, pas trop vite. Il y avait autrefois les humanités qui étaient quand même quelque chose de très important. Aujourd'hui, un gamin, moi je vois ça avec mes petits-enfants, il a 15 ans, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, et les filières et les orientations, etc., ils sont paumés. Il faut d'abord apprendre un peu tout, de tout un peu, un éclectisme qui va de vie, qui ouvre les yeux sur tout, et qui après on se spécialise. Mais moi je me suis spécialisée, vous savez, en médecine on se spécialise tard, hein. C'est pas 16 ans, c'est plutôt 30 ans. Vas-y, bravo. Présente-toi. Bonsoir, Charles Puech, étudiant à Paris 1. Ma question, elle vient rebondir sur ce que vous disiez, sur la nécessité presque vitale de croire, rêver, aimer. Vous disiez un homme qui ne croit pas, rêve pas et n'aime pas est un homme mort. Alors pourquoi, si c'est aussi nécessaire au développement humain, professionnel et social, c'est audacieux? Ça devrait être inné. Si c'était si nécessaire, pourquoi c'est audacieux d'en faire preuve et tout le monde n'en fait pas preuve, si on en a tant besoin? À qui? À qui veut répondre? Moi je trouve que c'est une... Moi, j'adhère totalement à ta question. J'ai pas trop compris la liaison entre audace, croire, rêver, aimer. J'ai pas tellement compris en fait. D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'on depuis 1h30 là, on parle pas tellement d'audace. Hein. Oui, parce que on a peur de parler d'audace. Parce que c'est un concept. Moi, je sais pas. Je sais que c'est pas juste. C'est pas vraiment juste parce qu'on parle d'audace, mais simplement. L'audace, c'est toujours ce que nous on juge audacieux, mais d'autres peuvent juger que ce qu'on fait c'est normal. Vous, quand vous vous dites, vous à tous les jours vous opérez des cœurs d'enfants, pour moi c'est incroyable, c'est même pas audacieux, c'est de la science-fiction, c'est-à-dire c'est du rêve. Et finalement, vu de l'extérieur, vous êtes comme un ange. Bon, mais pour vous c'est ce que vous faites tous les jours. Donc audacieux, qui peut dire ce que je fais c'est audacieux? Personne. Celui qui dit ce que je fais est audacieux est un prétentieux. Donc surtout, fondamentalement, l'audace, c'est quelque chose qui est reconnu par les autres. L'audace est reconnue par les autres. À un moment, quelqu'un se dit, il a fait une avancée. Voilà quelque chose qui est incroyable. La première fois que M. Panenka a tiré un penalty, au lieu de tirer comme un bourricot dans le ballon et le faire entrer le plus fort possible, il a fait un geste où le gardien plongeait, il a envoyé le... Alors Panenka, c'était un joueur polonais, mais c'était Zidane qui a tiré ça en finale en 2006, la Coupe du Monde de football, pour les spécialistes. Bon, le premier qui a osé faire ça, c'est pas de l'audace, c'est un coup incroyable. Puis après, tout le monde dit, c'était audacieux. En général, quand ça marche. Parce que quand ça échoue, on se dit quel imbécile, il est fou, n'importe quoi. Donc en réalité, dire ce qu'on va faire, c'est audacieux. Voilà pourquoi je préfère d'ailleurs l'accoler à d'autres mots comme croire, parce que c'est une façon de se positionner comme n'étant pas limité par ce qui existe. Et le Talmud, parce que moi, c'est pas une question uniquement que j'aime bien citer des textes, c'est que je porte une sagesse qui n'est pas moderne, mais qui a 3500 ans d'expérience de l'humain. Moi, je ne parle pas de Dieu là, je parle de l'humain. Le Talmud dit, dans un traité assez peu connu, aime ce qui est peut-être, ce qui est en devenir, et déteste ce qui est béni. Moi, j'aime beaucoup que le Talmud dise de détester ce qui est béni, parce que ce qui est béni est connu et limité, et on passe notre temps à refaire ce que d'autres ont fait, à refaire ce qu'on a fait nous-mêmes. Et le Talmud nous dit, mais arrête, va contre la vie de ta grand-mère, y compris la vôtre, la mienne. Nos grand-mères nous ont toujours appris, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Elles ont tort, nos grand-mères. La réalité, c'est qu'il faut oser espérer 2, 3, espérer des nouvelles contrées, parce que sinon, on n'est que dans un monde fini, béni, limité. Et ce qui est limité, c'est nul, c'est petit. C'est pas pour découvrir ce que la Niña, la Pinta, la Santa Maria pourraient nous faire redécouvrir aujourd'hui. Donc il faut oser avoir l'audace, c'est-à-dire être dans une posture d'audace qui ne se voit pas, c'est ça qui est difficile, mais qui se jugera au résultat. On aura ouvert de nouvelles possibilités. Oui, est-ce que l'audace, c'est pas aussi... Oui, bien sûr, bravo. Mais est-ce que l'audace, c'est pas aussi l'audace des imbéciles? Enfin, je m'explique. Oui, bon, ben, c'est ce que je pense. Ouais. Je suis pas les imbéciles, je trouve toujours très brillant quand on dit ce que je pense. Mais c'est-à-dire les imbéciles et ceux qui se croient toujours légitimes. Je m'explique. L'audace, c'est un mot qui m'énerve parce que moi, je ne me sens légitime en rien. Je ne me sens légitime que lorsque je deviens l'autre, dans ce que j'appelle moi l'empathie. D'accord? Qu'on peut appeler la création d'un autre côté. C'est-à-dire que c'est l'autre qui me fait, enfin, qui me
m'enrichit, qui me fait grandir, tout ça. Et peut-être que l'audace, je n'aime pas le mot, peut-être, l'audace de croire, ben oui, pourquoi, l'audace de rêver, oui. Ben, parce qu'on voit bien, c'est parce que, moi je réponds parce que pétochard, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas eu l'audace d'aller jusqu'au bout de moi-même, parce que je ne me sens pas légitime. Je ne sais pas si je réponds en partie à votre question. Légitime en quoi? Qu'est-ce qui vous ferait sentir légitime? Légitime par rapport à qui? Par rapport à personne. Dites-moi, combien de demandes de jeunes vous avez pour que vous les preniez en stage dans vos émissions, dans votre travail? Combien? Plein, tous les plein, jours. Eh ben c'est ça la légitimité. Ouais. C'est que des gens, des jeunes, qui espèrent, vous reconnaissent comme quelqu'un qui a l'expérience, qui sait, qui pourrait les accompagner, qui pourrait être une rampe de lancement. Ils sont d'une naïveté exquise. Non, mais ça fait rien. D'accord, mais je comprends. C'est les autres qui te créent audacieux ou légitime. Mais c'est pas toi qui peux te décréter je suis comme ça. Oui, mais je sais pas. C'est une réponse. C'est le point de départ. Hein? C'est le point de départ. Si je me dis pas moi je suis audacieux, je ne vais jamais rien faire pour. Si tu dis tu es audacieux, si tu dis moi je suis audacieux, en fait tu es prétentieux. Ne le fais pas. Je reçois des CV plein de mecs qui se disent audacieux. J'ai l'audace de vous écrire parce que je crois que je suis ce qu'on fait de mieux un peu dans le genre en ce moment, etc. Là, je m'inquiète vachement. Hein? Prétentieux. Et donc des gens qui sont nés à la crèche, déjà, dommage que Friedman ne soit pas là, ils étaient légitimes à la crèche. C'est vrai ça. Il faut faire très attention. Oui. Ils étaient comme ça. Je suis légitime, je suis le plus beau bébé de la crèche. Très attention. Non, pardon, vous reprenez vos interrogations, Non, oui, pardon monsieur, je ne vous avais pas vu, excusez-moi. Pas de souci. Donc je m'appelle Guillaume, je suis étudiant en 3e année d'économétrie à Paris 1. Et donc tout à l'heure, Madame Leca, vous parliez, et Monsieur Corsia aussi, que dans les 6 mots qu'on avait définis, croire, rêver, aimer, foi, espérance, charité, il y avait cette impossibilité d'être seul. C'était cette recherche d'alter ego. Est-ce que justement, voilà ma question, l'audace de croire, de rêver et d'aimer n'est pas justement tout simplement de se dépasser soi-même et d'aller vers les autres? Est-ce que cette audace, ce n'est pas juste d'aller vers les autres tout simplement? Oui, moi j'aime énormément cette définition. Tout à fait. Ah oui, non mais il vient de le dire mieux que je n'aurais pu le dire. Je ne vais pas répéter. Bon, oui. Pas moi. Lui. Non, lui. Et d'autre part, moi je voulais poser une question. Il y a audace et il y a courage. C'est quand même pas les mêmes mots. Oui, c'est vrai. Vous avez très bien dit, j'ai l'audace de vous écrire, et vous vous dites c'est un petit con. Bon. Le courage, c'est peut-être un cran au-dessus. Et je pense que je voudrais répondre un petit peu à mademoiselle qui a eu cette question un petit peu triste tout à l'heure. C'est que je pense que notre époque, que j'adore, hein, je l'adore parce que c'est celle qu'on vit, donc c'est la meilleure. Donc, hein, par définition. Mais notre époque manque peut-être un tout petit peu de courage. Et on ne va surtout pas parler politique, mais la politique, c'est quand même le haut de la pyramide. On a besoin de voir des gens courageux. On a besoin de courage. On a besoin de courage en médecine. Quand on va faire une intervention de chirurgie cardiaque, il ne faut pas trop d'audace parce que l'audace, c'est faut savoir où on va aller avec précision, pas mettre en danger quand même le malade. L'audace, ça serait de dire tout d'un coup, tiens, j'ai une idée formidable, je vais faire ça. Non. Non, par contre, au départ, si on sait qu'on va s'attaquer à une opération qui va être difficile, il faut le courage de l'aborder. Je crois qu'il y a une nuance entre ces deux termes. Encore qu'aujourd'hui, on doit parler de l'audace. Bon. Non, mais vous voyez, pardon. Donc vous voyez que le courage, c'est en général dans quelque chose qu'on connaît et on contient sa peur et on affronte le risque, le danger. L'audace, c'est aller faire quelque chose que peu de gens ont défriché. Dans le monde militaire, par exemple, le courage, c'est affronter un ennemi qu'on connaît. Voilà, on va au combat, c'est jamais agréable de se faire tirer dessus, prendre ce risque. L'audace, c'est tenter une manœuvre de contournement, c'est tenter quelque chose de nouveau, c'est surprendre l'ennemi, c'est ça l'audace. L'audace, c'est faire quelque chose que personne n'attend, en tout cas que personne n'avait imaginé. C'est donc ouvrir des nouvelles potentialités. Et moi, je crois beaucoup à cette idée de potentialité parce que c'est la base même de ce que dit si bien un verset du prophète Jérémie, qui est magnifique.
suis-moi, je me souviens du temps de ma jeunesse, du temps de notre amour, suis-moi dans le désert, dans une terre non semée. Pourquoi on répète dans une terre non semée? On connaît le désert. En fait, c'est une terre qui ne donnera que ce qu'on y mettra. Donc c'est la terre de toutes les potentialités. On demande à celle ou à celui qu'on aime de nous suivre dans un temps et une terre de potentialités. Il faut qu'on se redonne toutes les potentialités, qu'on ne soit pas enfermé par la décision qui a été prise un jour de « ça ne se fait pas ». J'ai horreur de cette réponse. Pourquoi on me dit non? Parce que ça ne se fait pas. C'est insupportable, parce que c'est une limitation de l'audace. Dans l'administration, par exemple, c'est important. Brusquement, quelqu'un vous dit non, on ne peut pas. Pourquoi? Ça ne s'est jamais fait comme ça. On peut en penser différemment. Oui, si je puis me permettre, moi je crois que la différence entre l'audace et le courage, c'est que l'audace vient de soi, ça sort de soi, c'est un jaillissement qui se situe dans un temps donné. Le courage, c'est une construction qui demande plus de temps, plus de recul, plus de réflexion par rapport à l'action. Et j'ai eu une très très belle leçon récemment, j'étais en Uruguay et en Argentine pour donner une série de conférences, et j'étais avec des scientifiques argentins et uruguayens, dont le ministre des Sciences d'Uruguay, et je leur ai dit, pour vous, quelle est la différence entre l'audace et le courage? Et Ricardo Ehrlich, qui est le ministre actuel de l'Éducation et de la Science, m'a dit, tu veux vraiment que je te réponde? Je dis oui, bien sûr, si je te pose la question, c'est pour que tu me répondes. Alors il a fait sortir ses collaboratrices femmes, et j'ai eu peur, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer là? Bon. Et une fois qu'on était entre hommes, entre guillemets, il a ouvert sa chemise, et j'ai compris. Sa chemise? Sa chemise. J'ai vu son torse, qui était lacéré de cicatrices. Et il m'a dit, lorsque la dictature a pris le pouvoir en Uruguay ou en Argentine, j'ai eu l'audace de croire que par mon engagement, avec tous mes camarades, etc., nous allions pouvoir lutter contre cette dictature. Et ensuite, j'ai été enfermé, et jour après jour, j'ai été torturé avec des fils de fer barbelés. J'ai souffert dans ma chair, et pire que cette souffrance, c'était les infections qui en résultaient. Et il me disait, c'était pire que le fil de fer barbelé qui me lacérait. Et puis à un moment, je me suis dit, est-ce que je cède ou est-ce que je continue? Est-ce que ma vie a un sens si je cède? Et là, il avait décidé de ne pas céder. Il est resté 6 ans dans les geôles, à subir ces tortures jour après jour. Et il me dit, voilà le courage par rapport à l'audace. L'audace était un jaillissement, croire, rêver, aimer que dans l'action immédiate, on peut faire changer les choses. Le courage, c'est réfléchir, prendre du recul et construire avec patience, justement, cette façon d'agir pour faire changer les choses. Eh bien, moi, je tiens à rendre hommage à ces hommes et à ces femmes qui ont eu, au départ, l'audace et qui ont transformé cette audace en courage pour faire changer le monde et pour lutter contre la barbarie, même si cette barbarie les a menés à souffrir 1000 morts. Ils auraient même préféré mourir à une certaine époque, et ils enviaient leurs camarades qui mouraient, mais eux ont survécu. Et donc ils sont là pour témoigner, et leur témoignage n'a pas de prix. Bravo. Oh, arrête, c'est pas vrai. Vas-y. Il y a une autre différence, oui, enfin c'est un peu la même idée, mais il y a une autre différence quand même entre le courage et l'audace. C'est que l'audace, c'est effectivement cette idée de jaillissement, j'aime bien, c'est souvent quelque chose qui est une percée, donc c'est un moment unique. Ah oui. Et il faut après pouvoir tenir la distance. Et on le voit par exemple avec cette journée. Ça aurait pu être un one-shot, mais je crois que c'est la 25e année. Tenir 25 ans sur le même rêve, c'est plus de l'audace, c'est du courage, c'est de la serendipity, c'est de la capacité à avancer, à tenir un chemin et à innover chaque année, ce qui veut dire à développer une audace permanente dans le courage de maintenir. Il y a un psaume qui dit ça bien mieux, en disant, c'est le psaume 24, « Qui peut grimper sur la montagne de l'Éternel, mais qui peut rester à l'endroit de sa sainteté ?» C'est-à-dire monter, grimper la montagne, tout le monde peut le faire. Bob Beamon, qui un jour, en 68, à Mexico, réussit à faire 8,90 m à la longueur, ça c'est extraordinaire. Mais il n'a jamais refait. Il a toujours sauté en gros 40-50 cm de moins tout le temps. Il l'a fait une fois dans un acte incroyable au moment de tension en Amérique. Mais quelqu'un comme Sergei Bubka à la perche qui sautait tout le temps, plus de 6 mètres, c'est-à-dire de réussir à rester sur la montagne, c'est-à-dire sur une crête,
Ça, c'est plus que de l'audace, c'est la capacité à faire durer ce jaillissement. Et ça, c'est quelque chose qui est une qualité rarissime. Durer sur le temps et ne pas être simplement l'homme ou la femme d'un instant, d'un moment. Très bien. Et puis ça va être, ça chemine. Alors, un mélange d'audace et de courage nous amène vers les 4 heures fatidiques. Donc, Madame Lecca, vous avez parlé un peu de politique. Alors, non, elle a dit. Non, très peu. Bon. Alors, on voit des dirigeants, c'est pas forcément politique, ça peut être des dirigeants de tout genre. On est plus en plus dans des choses de raison. On voit notamment donc, dans les hommes politiques des batailles de chiffres tout le temps, des batailles d'analyse, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Et pourtant, on leur dit qu'ils sont loin des réalités. Qu'ils sont loin des réalités. Alors, qu'est-ce qu'il faut croire pour être dans la réalité ? Qu'est-ce qu'il faut croire ? Ce qu'on analyse ou ce qu'on ressent ? Je vais répondre pour elle. Les deux. Oui. J'ai compris comment elle répond. Non, je vais essayer d'être plus fine. Ça va être... Mais ça va pas être facile, on a combien de temps ? Une minute. C'est largement suffisant pour vous. Oui. Vu mes réponses lapidaires. Aïe, c'est très difficile. Tu veux pas redire ta question ? Concrètement, c'est Ouais. qu'est-ce qu'il faut le plus croire pour être dans la réalité ? Ce qu'on analyse ou ce qu'on ressent ? Plus faire place à la raison ou au sentiment ? Alors vous allez peut-être me dire c'est un mix des deux. Oui, non, mais il me pose des questions où à chaque fois je suis quand même obligée de répondre les deux. Je ne peux pas répondre il faut uniquement la raison ou je vais te répondre il faut uniquement le ressenti. L'humain, c'est quand même, heureusement, un ensemble de choses. Vous posez des questions très intelligentes, mais tellement scindées que j'ai beaucoup de mal à répondre à vos questions, non, sincèrement, sans plaisanter. Bon, j'ai très peu parlé de politique, mais il faut quand même penser que revenons 3 minutes à des problèmes de santé, parce que finalement on n'a pas du tout parlé santé, ça me frustre un tout petit peu, parce que je pensais qu'il y allait y avoir des tas de questions, comment on repense la médecine, tout ça, j'avais réfléchi, on parle pas du tout de santé. Il fallait que je vous demande comment ça va la médecine en France, tout ça. La médecine va pas mal, mais va pas mal. Merci, oui. Non, elle va pas mal, mais c'est vrai qu'il y a. Mais je vous ai pas parlé de mes problèmes à moi de médecine. Parce que je suis un sacré hypocondriaque, si vous voulez que je vous parle. Oui, les on se voit tout à l'heure. ça c'est un boulot. On se voit après. On se parlera après. Non, je prends le petit bout de la lorgnette pour parler du seul domaine que je connaisse un tout petit peu, qui est effectivement la médecine. Elle est bien, la médecine, aujourd'hui. Elle est bien. De même que la vie, elle est bien aujourd'hui. On ne va quand même pas non plus pleurnicher du matin au soir. Elle est bien. Mais on voudrait toujours mieux. Bon, ça c'est clair. Donc on sait qu'il y a des choses à changer. Et je pense que tout le monde, alors ça c'est le ressenti, tout le monde est bien conscient de ce qu'il faudrait changer. On sait par exemple qu'il y a un déficit abyssal de la sécurité sociale, et on sait, et chacun sait, on interroge chacun ici, on va dire pourquoi. Pourquoi on prescrit trop de médicaments ? Pourquoi il y a trop de consultations médicales ? Pourquoi il y a des hôpitaux qui font la même chose ? Bon. On peut demain ou après-demain faire des économies substantielles. Tout le monde le sait. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Et c'est pour ça que j'en reviens à ce terme de courage. Alors, j'ai beaucoup aimé votre différence effectivement entre l'audace et le courage. Vous m'avez bien initié là-dessus. C'est vrai que c'est très différent. Mais à un moment, il faut de la réflexion, du courage. Et il faut qu'on fasse bouger les choses dans la médecine, comme dans l'éducation, comme dans tas de choses. Tous, tant qu'on est entre nous, on dit « Oh, ben il faut faire ça, ouais, ben il faut faire ça ». On le sait, ce qu'il faut faire. Et ça bouge pas suffisamment. Pourquoi ? Parce qu'il y a une peur. On n'a pas du tout parlé de cette notion de peur. On parlait tout à l'heure du principe de précaution. On parle au niveau médical du problème des procès qui augmentent, des expertises qui augmentent. On vit dans une époque frileuse parce qu'il y a beaucoup de... C'est les conclusions. Hein. C'est la conclusion. Bon, je te continuerai ça tout à l'heure. Non, je veux dire par là, non, je disais
on vient de me dire comme ça qu'il faut terminer parce qu'on doit rendre l'antenne. Donc, c'est votre conclusion. Alors, conclusion de Georges Haddad. Alors, très rapidement, moi j'ai une formule pour parler de l'audace et de la confiance, parce qu'il faut de la confiance. Quand la confiance et l'audace disparaissent, la bureaucratie et la technocratie prennent le pouvoir. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où la bureaucratie et la technocratie prennent le pouvoir partout, y compris dans les médias. Y compris dans les médias. On s'abrite derrière des chiffres, des statistiques, ils ne veulent rien dire. Croyez le modeste mathématicien que je suis. On peut leur faire dire le contraire. Mais là, nous sommes sous l'emprise, sous cette dictature de la bureaucratie et de la technocratie. Pourquoi? Parce que nous avons perdu confiance et nous avons perdu l'audace et le courage d'agir. Donc il va falloir se reprendre en main à tous les niveaux. Et moi j'ai une formule très simple, qui va être le titre d'un article que l'UNESCO va produire. C'est une étude que c'est savoir pour agir, agir pour savoir et savoir agir ensemble. Voilà le défi de ce 21e siècle. Je le répète, savoir pour agir, agir pour savoir, parce que nous ne pouvons pas rester passifs. Et il faut avoir l'audace, le courage d'aller vers le savoir, de se remettre en question, mais surtout savoir agir ensemble, c'est-à-dire savoir partager. Voilà la grande audace, savoir agir ensemble pour construire un monde meilleur. Merci beaucoup. C'était la conclusion de Georges Haddad. Merci beaucoup. La conclusion du grand rabbin, et nous terminerons par votre conclusion, chère Francine Léka. Que pourrais-je dire après les deux autres? On ne sait pas. On ne sait pas. Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Allez-y. Cette réflexion sur l'audace montre qu'il faut envisager des pas possibles. Il y a un régiment dans l'armée de terre, qui est le 13e RDP, dont la devise c'est « au-delà du possible ». Et les gens pensent qu'au-delà du possible, c'est l'impossible. Ben, pas du tout. Au-delà du possible, c'est un autre possible. Et il faut donc oser imaginer un autre possible. Et pour imaginer cet autre possible dans la société, il faudra un jour ou l'autre, il faut oser détruire, je ne dirais pas déconstruire, mais c'est un peu la même idée, il faudra détruire des systèmes qu'on connaît, qui sont bénis au sens qu'on connaît par cœur. Mais c'est ce que Schumpeter appelait la destruction constructive, c'est-à-dire qu'il faudra imaginer des systèmes qui vont nous faire peur parce que ça va casser notre habitude de fonctionnement, et on aura l'audace d'avoir confiance dans le futur et notre capacité à produire à la fois du lien social et un mieux-être. Et moi je crois beaucoup à cette idée de mieux-être. Il y a eu toujours la notion de progrès qui a accompagné l'humanité. Il faut que cette notion de progrès, qui passe aussi par l'effort qu'on fait de croire, d'espérer, d'avoir confiance les uns dans les autres, c'est cela finalement une humanité, ce qui s'appelle faire société, c'est-à-dire croire ensemble, rêver ensemble, aimer ensemble. Merci beaucoup. C'était la conclusion du grand rabbin de France. Madame Léka. Madame Léka, votre conclusion provisoire. Pour que je sois très courte. Ben, ça, vous nous avez habitués à ça, allez-y. Je dirais, regardez l'autre, aimez-le et vous serez heureux. Bravo. Ben voilà, c'est terminé. Vous voyez ce qu'il y a de bien avec des intervenants aussi formidables, là, c'est qu'on donne n'importe quel mot et on peut parler, on pourrait se retrouver à 3h, 4h du matin, mais on ne sait pas le temps qu'il fait dehors. Bravo, vous étiez formidables tous les trois. Oui, tu parles. Merci. Merci aux jeunes qui sont là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.